J'ai déjà écrit la définition que vous êtes censé connaître. Bon, une valeur d'adhérence, c'est quoi? On prend une suite à valeur complexe et on regarde les limites éventuelles de cette suite. C'est-à-dire qu'on prend une suite extraite et si cette suite a une limite, cette limite s'appelle une valeur d'adhérence de la suite. Dans le cas des suites complexes, quand on ne sait pas quelles sont à valeur réelle, on n'envisage que des valeurs d'adhérence complexes. Quand on a des suites à valeur dans R, plus et moins l'infini peuvent être envisagés comme des valeurs d'adhérence. Euh, Évidemment, comme il n'y a pas d'ordre lancé, ça n'a pas de sens de considérer plus ou moins l'infini comme valeur d'adhérence d'une suite à valeur complexe quand on ne sait pas quelle est la valeur réelle. Dans ce qui suit, VA de U, U c'est la suite UN et VA c'est l'ensemble des valeurs d'adhérence de U. Je ne vais pas faire de cours très compliqués là-dessus, je veux juste illustrer cette notion, donc je vais prendre des exemples. Alors, je vais ouvrir une nouvelle page. Donc, alors, ça mouline un petit peu, la tablette, là. J'espère que ça va marcher. Voilà. Donc, premier exemple basique, mais tout à fait fondamental. Si vous avez une suite UN qui est à valeur complexe et si UN tend vers L lorsque N tend vers plus infini, donc il y a une limite, alors l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite U, c'est le singleton L. Alors ça, c'est un truc du cours que vous connaissez bien, normalement, c'est-à-dire que vous savez que si une suite converge, cette suite et toutes ses sous-suites convergent vers la même limite. Et si la suite est à valeur réelle, la suite et toutes ses sous-suites à une même limite, ont une même limite, qu'elle soit plus infinie, moins infinie ou un nombre réel. Alors, c'est simple, mais c'est fondamental. Alors, il y a une sorte de réciproque, c'est pour ça que je mets des guillemets, qui est en fait une proposition contenue dans le devoir, donc n'attendez pas de moi que je vous la démontre, mais je vous la réénonce. Donc, alors, soit UN, une suite à valeur complexe, et je la suppose bornée. Si j'arrive à prouver que l'ensemble des valeurs d'adhérence de U est inclus dans un singleton L, donc autrement dit, s'il y a au plus une valeur d'adhérence qui serait L, alors UN tend vers L. Donc c'est une sorte de réciproque. À la question précédente, pourquoi c'est intéressant? Parce que quand vous manipulez une valeur d'adhérence, vous manipulez une suite qui converge. Donc on peut faire des calculs dessus. Et si avec ces calculs vous arrivez à prouver que pour cette suite bornée, il n'y a qu'une seule limite possible parmi toutes ces suites extraites qui convergent, c'est que la suite converge. Alors ça c'est, je vais pas faire la démonstration, mais c'est un outil puissant qui est utilisé au moins une fois dans le devoir, voire plusieurs fois. Donc c'est R devoir. Alors un exemple numéro 2, exemple assez basique. Je vais considérer la suite UN qui est la suite I puissance N. Et I, c'est bien entendu le nombre complexe qui vaut moins 1. Alors, vous constatez que U4N plus R, c'est la suite I puissance R, donc N parcourbant N. Et là, j'ai fixé un entier R qui vaut 0, 1, 2, 3. Tout simplement parce que I puissance 4 vaut 1, donc les puissances de I vont cycler sur 0, 1, 2, 3, et ça dépend du reste de la division euclidienne de N par 4. Donc d'où le 4N plus R. Donc là, il y a 4 sous-suites qui sont convergentes, et donc c'est très clair que l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite U, dans ce cas-là,
c'est contenu dans 1, moins 1, i, et moins i. Je vais réécrire mon 1 qui n'est pas très bien écrit. Hein, tout simplement parce que quand je fixe R, la suite 4n plus R est constante, donc évidemment elle est convergente. Et sur cet exemple, il est très clair que intuitivement qu'il n'y a pas d'eau de l'adhérence. Mais comment le prouver en fait? Eh bien pour l'égalité, c'est pas si simple que ça. Je vais énoncer et prouver le seul résultat là, sur ces suites-là, sur les valeurs d'adhérence, hein, une caractérisation des valeurs d'adhérence qui est très utile et qui permet de comprendre un petit peu mieux comment ça marche peut-être. Ben, je vais prendre comme caractérisation, donc je vais faire une proposition. Donc je prends UN, une suite, alors je vais la prendre la valeur dans C. Je prends lambda, un nombre complexe. Hein. Alors, lambda est une valeur d'adhérence de U. Si et seulement si, pour tout voisinage de lambda, tout voisinage V de lambda, l'ensemble des entiers n en grand N, tels que UN donc tel que UN appartiennent à V, est infini. Alors, bon, un voisinage d'un nombre complexe dans C, c'est une boule, un disque centré en lambda et de rayon strictement positif. L'énoncé aussi marche pareil. Je écris juste même chose. Si la suite UN est à valeur réelle, donc on prend des voisinages de lambda. Alors là, c'est de lambda dans C. Et donc là, sauf que dans ce cas-là, on prend des voisinages de lambda dans R. Et puis aussi, même chose pour lambda qui est plus infini et moins infini. Et cette fois-ci, donc, qu'est-ce que c'est que les voisinages de plus ou de, on va dire, plus infini? Ça va être l'ensemble des parties x contenues dans moins infini, plus infini, et fermées des deux côtés, tel qu'il existe grand A dans R, tel que x contienne l'intervalle ouvert A plus infini. Je vais faire la démonstration de ma proposition pour lambda complexe, simplement. Alors, donc preuve. Donc je suppose, dans ce sens-là, que lambda est une valeur d'adhérence de la suite U. Donc ça veut dire que j'ai une application phi de n dans n qui est strictement croissante, telle que U indice phi de n tend vers lambda lorsque n tend vers plus infini. Donc maintenant, si je prends un voisinage quelconque, donc si je prends V, un voisinage de lambda dans C, ça veut dire qu'il existe un epsilon strictement positif, tel que V contient le disque ouvert du centre lambda et de rayon epsilon, et pour n assez grand, à cause de la convergence de la suite de U phi de n vers lambda, vous savez que U phi de n moins lambda est strictement inférieur à epsilon. Et évidemment, ça entraîne, du coup, puisque c'est pour tout n assez grand, que l'ensemble des n tels que U, je vais prendre l'ensemble des k, tels que U indice k appartient
à G est infini. Donc, ça, c'est le sens direct. Le sens réciproque est celui qui nous intéresse peut-être le plus, hein, puisque c'est celui-là qui va nous démontrer l'affirmation de tout à l'heure, à savoir que, donc là je reviens en arrière, donc à savoir, on veut démontrer que 1 moins 1 i moins i sont les seules valeurs d'adhérence de la suite VA de U, de la suite U, pardon. Pour démontrer ça, il faut utiliser le sens réciproque de la proposition que je viens d'énoncer. Alors comment on fait ça? Je fais une nouvelle page. Donc, je suppose, pour lambda dans C, et je suppose que pour tout voisinage V de lambda dans C, je suppose que l'ensemble des entiers n tels que un est dans V, je suppose que c'est infini. Alors, je vais construire par récurrence une suite extraite de U qui converge vers lambda. Il faut commencer par construire le premier entier et exploiter le fait que pour tout V voisinage de lambda dans C, comme il y a un pour tout, ça veut dire qu'il faut choisir les voisinages astucieux. Donc en fait, je vais commencer par dire que l'ensemble des entiers n dans grand N, tels que U0, tel que UN moins lambda est inférieur ou égal à 1, cet ensemble que je vais appeler E0, il est tellement pas vide, il est même infini en fait. Parce que ça veut dire que en fait E0 c'est l'ensemble des N tels que UN est dans le disque de centre 0, de centre lambda et de rayon 1. Je vais poser phi de 0 égale le minimum de 0. Et puis maintenant, je fais une récurrence. Supposons phi de 1, phi de k construit. Donc ce sont des entiers, hein, en grand N, tels que phi de 0 est strictement plus petit que phi de 1, strictement plus petit que phi de k, et en plus de ça, évidemment, U indice phi de j moins lambda est inférieur strict à 2 puissance moins j, si j est compris entre 0 et k. Comment je vais construire phi de k suivant? Comment je vais construire phi de k plus 1? Je vais tout simplement regarder l'ensemble EK plus 1, qui est l'ensemble des n dans grand N, tel que UN moins lambda, est strictement plus petit excusez-moi, je reprends ma calligraphie. Donc je disais UN moins lambda strictement plus petit que 2 puissance moins k moins 1. Cet ensemble, je sais qu'il est infini. Donc, il ne peut pas être dans un ensemble fini. Donc, ça veut dire que EK plus 1 moins l'ensemble alors, je prends moins l'ensemble 0, 1, 2, etc. Donc, je prends tous les entiers jusqu'à phi de k. Cet ensemble, il ne peut pas être vide. Donc, je vais poser phi k plus 1 égale le minimum de EK plus 1 moins tous ces entiers de 0 à phi k.
par construction, phi k plus 1 exactement fonctionne. Donc, phi k plus 1 est strictement plus grand que phi de k, et U indice phi k plus 1 moins U, moins lambda, est strictement plus petit que 2 puissance k moins 1. Je reviens à la proposition que j'étais en train de montrer, à savoir que l'ensemble des valeurs d'adhérence, un nombre complexe et des valeurs d'adhérence si seulement si l'ensemble, pour tout voisinage de ce nombre lambda, l'ensemble Bn tel que Un tombe dans ce voisinage est infini. Maintenant, il est clair que si lambda est une valeur d'adhérence de la suite U puissance n, n parcourant grand N, vu que l'ensemble des n tel que U phi de n, donc l'ensemble des n tel que donc l'ensemble des n dans grand N tel que U puissance n appartient à lambda, si cet ensemble est infini, appartient à lambda, excusez-moi, il faut que je me reconnecte un petit peu, ça appartient à V, donc je prends V, un voisinage de lambda dans C, c'est que nécessairement lambda ne peut qu'appartenir à 1, moins 1, moins 1. Bon, alors, ça c'est un cas assez simple, on comprend très bien ce qui se passe. Pour les valeurs d'adhérence, il y a quand même des choses qui peuvent être assez surprenantes, que je ne vais pas tout à fait démontrer, qui vous montrent que, par exemple, l'ensemble des adhérences n'est pas toujours discret. Alors, il y a un exercice que vous avez trouvé dans tous les bouquins standards de classe préparatoire ou de premières années d'université, c'est que si je prends une suite UN à valeur réelle, et je la suppose bornée, et je suppose que la suite des accroissements tend vers 0. Alors, l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite U, qui est donc un sous-ensemble de R, évidemment, est un intervalle, est un segment même de R. Alors, c'est assez surprenant, hein, c'est pas du tout discret. Et la condition UN plus 1 moins UN tend vers, donc je ne montre pas l'exercice, hein, la condition UN plus 1 moins UN tend vers 0, elle n'est pas nécessaire. Il y a des exemples encore plus surprenants que vous connaissez bien, qui est par exemple, si je prends phi, une bijection de n sur q. Vous savez qu'il en existe une, puisque on sait que le cardinal de q, c'est exactement le cardinal de n, ce qui signifie qu'il y a une bijection entre les deux. Alors, ce qu'on démontre, c'est que cette bijection ne peut pas être strictement croissante, mais peu importe. Alors, donc si je pose UN égale la suite phi de n, n parcourant grand N, c'est pas très difficile de démontrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de U, c'est R. Tout simplement parce que, en fait, ça résulte du fait que tout réel est limite une suite de rationnels. Alors, il faut faire attention à un piège, quand même, là-dedans. Il faut faire la différence entre valeur d'adhérence et adhérence. Je m'explique. Si je prends la suite xn, qui est la suite 2 puissance moins n, n parcourant grand N, et je note grand X l'ensemble de ces valeurs. Alors que se passe-t-il? La suite xn, elle tend vers 0, évidemment. Donc l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite x, c'est le symbole 0.
qu'est-ce que c'est que l'adhérence de grand X? Ben, ça contient toujours grand X. L'adhérence de grand X, c'est l'ensemble des limites de suite de points de grand X. Mais comme ça contient toujours grand X, en fait, vous pouvez démontrer, je crois que c'est quelque part dans le complément, ou en tout cas, que l'adhérence de grand X, c'est 0 union grand X. Et donc, ça contient, et c'est différent, donc union grand X, ça contient, mais ça contient 0, le singleton 0, mais c'est différent du singleton 0. Donc faites attention, valeur d'adhérence et adhérence, c'est pas pareil. Donc si vous avez, par définition, l'adhérence d'un ensemble contient toujours les points de l'ensemble. Euh, mais en quelque sorte, dans le cas d'un ensemble grand X, c'est pas très intéressant parce que par exemple, si vous prenez le point x0, vous pouvez toujours écrire que c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite constante égale à x0, et la suite constante égale à x0, c'est bien une suite à valeur dans grand X. Mais évidemment, ici, x0 n'est pas une valeur d'adhérence de la suite grand X, de la suite X. Donc il y a une petite subtilité à laquelle il faut faire attention. Je vais terminer sur les valeurs d'adhérence. Est-ce que vous avez une question à ce propos, en fait? Si vous n'avez pas de questions, je vais juste terminer en faisant un lien plutôt avec limite inf et limite sup. Alors, c'est dans le complément, en fait, sur les suites, mais je vais quand même l'écrire. Je prends une suite UN qui est à valeur réelle. Et donc, à ce moment-là, je sais que limite, donc je l'appelle U, cette suite, limite inf et limite sup de U sont bien définis et sont des éléments de R achevé, c'est-à-dire avec moins l'infini et plus infini. Alors, UN tend vers L, si et seulement si, limite inf, enfin limite sup, là je suis en train d'écrire égal de U égale. Donc limite sup de U égale L égale limite inf. Ça, c'est quelque part, enfin, en fait, je devais le savoir, c'est dans les compléments, mais aussi dans le cours. Et leur lien avec le valeur d'adhérence, c'est que on prouve que l'ensemble, ça c'est dans le complément que j'ai écrit, si je me souviens bien, l'ensemble des valeurs d'adhérence de U a un minimum, enfin, déjà à la borne inférieure, qui est en fait aussi un minimum, ce qui n'a rien d'évident, et que cette borne inférieure, c'est la limite inf. Et on démontre aussi que il y a toujours une borne supérieure, qui est aussi un maximum, qui est la limite sup. Attention, hein, cette borne supérieure, elle est prise dans moins l'infini plus infini, et donc ce max, il est aussi pris dans moins l'infini plus infini fermé. Pareil pour borne inférieure et borne minimum. Donc, voilà, j'ai connecté les valeurs d'adhérence à limite inf et limite sup, qui sont des outils assez efficaces pour manipuler les suites à valeur réelle, puisqu'on a des règles opératoires dessus. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer à la pratique des DL. Et alors, je vais être encore plus terre à terre. Je vais faire vraiment un exemple de bout en bout qui illustre bien toutes les techniques. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde si quelqu'un veut intervenir. Je vous laisse un petit peu de temps. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, je vais passer.
à la pratique du développement limité, et aussi donc par corollaire développement asymptotique. Développement limité, c'est quand vous avez une variable x qui va tendre vers 0, vous faites f de x, et vous regardez ce qui se passe quand x tend vers 0. Développement asymptotique, c'est quand la variable ne tend plus vers 0, mais par exemple quand la variable tend vers plus infini. Si c'est x, vous allez par exemple développer par rapport à 1 sur x, et si c'est n, par exemple, vous allez développer par rapport à 1 sur n. Mais on peut aussi développer par rapport à d'autres échelles de grandeur, comme par exemple, je sais pas moi, on peut regarder les x puissance alpha log de x puissance bêta, avec alpha et bêta réels, et x qui tend vers 0. Alors les développements limités, il y a 3 choses à savoir faire. 3 choses. Donc, les DL usuels en 0. DL usuel, ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez savoir ce que c'est, comment développer log d'1 plus x au voisinage de 0, mais aussi sinus, cosinus, tangente, arctangente, arccosinus, arcsinus, pardon, arccosinus, qui est pas aussi. Donc tangente, arc-tangente, sinus, arcsinus, et aussi 1 plus x à la puissance alpha avec alpha quelconque. Tout ça, il faut le savoir. Mais dans l'exemple, je vais traiter des choses tout à fait significatives. Il faut connaître un outil extrêmement puissant qui est la division suivant les puissances croissantes. Et l'exemple que je vais traiter va illustrer ça et l'efficacité de cet outil qui est très simple. Puissance croissante. Quand je dis que c'est très simple, c'est que l'algorithme qu'on utilise de division, il est tout à fait similaire à la division que vous avez appris à l'école primaire. Donc, on ne peut pas faire plus simple. Ça sert à trouver les développements limités de quotient. Et quand vous n'avez pas affaire à un quotient, à des fonctions composées, des choses comme ça, alors vous avez à développer et ordonner des produits. Et la bonne technique est ordonner en même temps, c'est ça la bonne technique, et de façon systématique en utilisant un ordre de calcul bien précis pour être capable de se relire. Dans l'exemple que je vais traiter, ce que je veux dire par là sera aussi assez clair. Donc voilà les 3 piliers que vous devez savoir faire. Alors on va prendre un exercice tout à fait standard. On va chercher un DL à l'ordre 3 de la fonction f qui a x associe, arctangente, racine carrée de 1 plus x, ordre 3 en 0, hein, bien sûr, divisé par c'est 1 plus x2, ce que j'ai choisi comme. Alors évidemment, tout de suite, on se demande quel est le domaine de définition de la fonction. On voit que c'est défini sur moins 1 plus l'infini. Alors, quand vous avez un DL à faire comme ça, la première chose à se demander, c'est est-ce que la fonction est bien définie au voisinage de 0? Ben là, c'est évident. Est-ce qu'elle va avoir un développement limité? La réponse est oui, puisque par théorème de composition, f est de classe si infinie sur l'intervalle ouvert moins 1 plus infini, pas fermé à moins 1. Donc vous savez que f a un développement limité à tout ordre en 0. Mais si vous utilisez cette propriété et que les coefficients du développement limité, c'est les dérivées successives modulo unifactorielles de la fonction f, ça va être inextricable. Hein, si je dérive une fois f, c'est déjà compliqué. Si je la dérive 2 fois, ça va être assez monstrueux. Bon, imaginez que vous devez la dériver 3 fois, vous avez de fortes chances de vous tromper.
Et de reste, ça ne sert à rien, puisque si vous dérivez en tout x la fonction f, hein, vous avez des dans l'unité de f en n'importe quel point à l'ordre 3. On ne vous demande pas n'importe quel point, on vous demande juste en 0. Donc il y a beaucoup trop de calculs à faire, vous avez beaucoup plus, mais ça fait beaucoup trop de calculs. Et maintenant, si je vous demande un dépend d'unité d'ordre 5, ça va juste devenir abominable de calculer la dérivée cinquième de f. Donc l'outil de savoir que si f est de classe C infinie, elle a un dérivement limité à tout ordre, donc que si f est de classe C5, elle a un dérivement limité à l'ordre 5, cet outil, il est bien de façon théorique, mais inutilisable de façon pratique dans 9 cas sur 10. Alors comment on fait? Eh ben, on commence par calculer un DL de la fraction qui a sous la racine carrée, puis après on compose avec la racine carrée, puis après on compose avec l'arc tangente. Alors attention, le demande l'unité de l'arc tangente, il ne sera pas à faire en 0, il sera à faire en 1, puisque la racine carrée de la fraction, lorsque x tend vers 0, tend vers 1. Et donc, il faudra voir comment on fait. Première chose, comment faire un DL de 1 plus x sur 1 plus x au carré. Mauvaise méthode, 1 plus x au carré, enfin 1 sur 1 plus x au carré, c'est la composée de 1 sur u avec la fonction qui est x associée 1 plus x2. Donc, moi, je vais vous utiliser quelque chose de beaucoup plus élémentaire. Et je vais faire la division suivant les puissances croissantes de 1 plus x par 1 plus x2. Alors, c'est vraiment très simple. Et l'avantage de cette méthode, c'est que elle ne capte pas, vous pouvez vous relire après. Je fais comme à l'école primaire. Je dis en 1, il y va combien de fois, en 1 de la chose à diviser, il y va combien de fois le 1 de la chose qui divise. Il y va une fois, évidemment. 1 que multiplie le diviseur, ça fait 1 plus x2. Je soustrais 1 plus x2 à 1 plus x, 1 moins 1, ça fait 0, il reste x moins x2. En x, qui est là, il y va combien de fois le 1 du diviseur? Ben, il y va x fois. X que multiplie le diviseur, ça fait x plus x au cube. Je divise, enfin je soustrais, pardon. Quand je soustrais, x moins x, ça fait 0, moins x2, moins x3. Alors, moins x2, il va combien de fois 1? Ben, il va moins x2. Donc, je multiplie moins x2 par le diviseur, ça fait moins x2, moins x4. Que je soustrais, donc ça fait moins x3 plus x4. Donc, ça veut dire, après, en moins x3, il va combien de fois 1? Ben, il va moins x3 fois. Donc, moins x3 plus quelque chose alors en x puissance 4. Et ça va me donner quelque chose en x puissance 4 quand je fais la soustraction. Pourquoi je ne calcule pas le quelque chose? Parce que ce que j'ai écrit là, j'ai écrit que 1 plus x égale 1 plus x2, facteur de 1 plus x moins x2 moins x3, plus x4, un reste, un polynôme, ou R est une fonction polynôme. Donc ça veut dire que x puissance 4, alors je vais écrire de x plutôt, c'est un grand taux de x puissance 4. Et donc en fait, j'ai obtenu mon dépend limité de 1 plus x divisé par 1 plus x2, je l'ai obtenu à l'ordre 3, c'est 1 plus x moins x2 moins x au cube, plus grand taux de x puissance 4. J'espère que vous êtes convaincus que c'est extrêmement simple et rapide. Simple, c'est un algorithme, c'est même plus simple qu'une division d'entiers, parce qu'il y a des histoires des retenues, etc., avec quand on s'amuse à diviser, je sais pas moi, 17 par 315, c'est finalement plus compliqué de diviser 17 par 315 que de faire ça. Si vous pensez que vous vous êtes trompé,
on peut relire le calcul, parce que ça a été fait de façon méthodique. Le tableau est clair, donc on peut relire sans se perdre de façon, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, dans quel ordre j'ai développé, etc. Donc c'est une technique sûre. Alors, donc ça c'est notre premier, et on verra que cette technique sur division suivant la puissance croissante, elle est utile dans plein d'endroits. Donc ça c'est le premier résultat. Maintenant, il faut composer avec la fonction racine carrée. Alors la fonction racine carrée, c'est un cas particulier de 1 plus x à la puissance alpha, avec alpha qui est dans R. Et là, il faut connaître ce dépend de l'unité de référence. Il est extrêmement simple. Si alpha est entier, tout le monde connaît la formule du binôme de Newton. En tout cas, tout le monde doit la connaître. Eh bien, je vais écrire la formule du binôme de Newton, somme pour k égale 0 jusqu'à L, avec un coefficient binomial, C alpha k, qui n'est pas un entier. Et alpha n'est pas un entier, mais formellement, ça va être pareil. Donc là, j'ai écrit à l'ordre n, et on doit savoir, alors j'écris U, il faudrait que je sache, je vais écrire ici U aussi. Excusez-moi. Un plus U. Donc, c'est un grand taux de U indice de U exposant U plus 1. Alors, je ne démontre pas cette formule, vous devez la savoir. Et C alpha K, c'est pas très compliqué. C'est ce que certains noteraient plutôt avec le K bas en bas et le alpha en haut. Moi, ça ne me plaît pas, cette écriture-là. Donc, on fait comme si alpha était un entier. On écrit alpha, alpha moins 1, fois, etc. Alpha moins K plus 1. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Et si alpha est entier, j'ai écrit le produit de K entier décroissant à partir de alpha. Là, alpha n'est pas entier, mais j'ai écrit le produit de K nombres consécutivement séparés de 1 et décroissant. Alors, si vous voulez avoir le coefficient binomial, il faut diviser par factoriel K, lui qui a toujours un sens. Donc ça, a priori, c'est un élément de Ampère. Et ça marche même en fait si alpha est complexe. Hein. Mais bon, pas épiloguer là-dessus. Et si, qu'est-ce qui se passe si alpha est entier? Et bien dans le numérateur qui est là, quand k est strictement plus grand que grand n, donc que alpha, pardon, c alpha k va valoir 0. Parce que dans le produit qui est là, il y a un terme qui va s'annuler. Il va y avoir un moment, alpha moins k, et alpha moins k, ça vaut 0 quand k égale alpha. Donc ça, c'est une chose à savoir. Alors nous, on n'a pas besoin de n'importe quel ordre, on veut juste à l'ordre 3 en fait. Donc en fait avec un grand taux de U puissance 4. Donc j'écris que racine de 1 plus U, donc c'est 1 plus U puissance 1,5, ça va être 1 plus C1,1U plus C1,2 Q2 plus C1,3 Q3 plus un grand taux de 8 puissance 4. Et évidemment, il faut calculer les coefficients binomiaux étendus. Donc, C1,1, bah, c'est le produit de 1 étant un entier décroissant à partir de 1, donc c'est 1,5, divisé par factoriel 1, c'est 1,5. C'est pas une découverte. Tout le monde sait que racine de 1 plus U commence par, le point d'unité par 1 plus U sur 2. Donc, le premier coefficient dans 1 plus U puissance alpha, enfin, ce développement commence par 1 plus alpha U. Maintenant, je regarde C1,2. Alors, C1,2, c'est 1,5, facteur de 1,5 moins 1 sur factoriel 2. Alors, vous pouvez remarquer, c'est quand même utile que c'est C1,1 fois 1,5 moins 1 divisé par 2. Voilà, ça paraît compliqué, mais en fait, ça permet de calculer consécutivement. Cette astuce vous permet de calculer de proche en proche tous les coefficients binomiaux. Donc là, après calcul, on va trouver moins 1 huitième. Alors, C1,3,
bah, c'est 1 demi de 1 demi moins 1, facteur de 1 demi moins 2, divisé par facteur de 3. Et vous voyez que ça fait 1 demi C1,2 fois 1 demi moins 2 divisé par 3. Bon, et puis après calcul, donc combien c'est? Ça fait 1 16e. Donc après calcul, on trouve ça, et donc on obtient que 1 plus u, racine de 1 plus u, au voisinage de 0, c'est 1, plus 1 demi de u2, moins 1 huitième de u3, plus 1 sixième, 1 16e, excusez-moi, 1 huitième de u2, plus 1 16e de u au cube, plus un grand O de u puissance 4. Donc là, j'ai utilisé le premier point en fait de ce que je disais, à savoir que il faut connaître ces éléments d'unité de référence. 1 plus 2 puissance alpha fait partie des éléments d'unité de référence. Et là, j'ai écrit sans trop de douleur, mais j'aurais pu l'écrire à l'ordre 6, ça n'aurait pas été plus compliqué, puisque je peux calculer des coefficients binomiaux de proche en proche. Alors, maintenant, il faut composer avec racine carrée de 1 plus x. Donc, il faut faire cette composition. Alors, j'écris 1 plus 1 demi. Alors, le u en question ici, ça va être quand on a développé la fraction. Donc, il faut que je reprenne mon papier parce que je ne connais pas tout ça par cœur. Il n'y a pas de. Il faudrait que je revienne en arrière sur le tableau. Donc, on avait dit que u, c'est x moins x2 moins x au cube plus un grand taux de x puissance 4. Et donc, ça veut dire que là, j'ai écrit 1 plus x divisé par 1x plus 2 égale 1 plus u. Et lorsque x tend vers 0, u tend vers 0, donc je peux bien composer. Donc ici, je réécris x moins x2 moins x3. J'écris pas le grand taux de x puissance 4, puisque c'est un grand taux, attention. Parce qu'il sert à rien, il sera rejeté à la fin. Ensuite, moins 1 huitième de x moins x2 au carré. Et alors, j'ai pas mis ni le grand taux, ni le x au cube. Parce que il sert à rien, le x au cube dans la parenthèse au carré. Si j'élève un x au cube au carré, ça fait x puissance 6, c'est un grand taux. Si je fais un double produit de x au cube, avec x au x au 2, ça va donner au minimum de x puissance 4, qui est un grand taux de x puissance 4. Donc, autant ne pas l'écrire. Il sera rejeté à la fin dans le grand taux. Plus 1 16e de x au cube. Et à nouveau, j'écris que le premier terme, parce que dans les termes qui restent x2, x au cube, donc grand taux de x puissance 4, quand j'élève au cube, évidemment, ça va donner quelque chose qui est un grand taux de x puissance 4, même un petit taux. Mais ça va, si je fais entre guillemets, c'est des produits, c'est pas des doubles produits, mais ça ressemble un petit peu à ça, ça va toujours donner du grand taux de x puissance 4. Donc le seul terme qui va être significatif, c'est le premier. Donc maintenant, alors, je vais développer les ordonnées directement. Surtout, j'applique de la méthode et de l'ordre. Sinon, je vais y perdre. Donc, j'écris 1, ça commence par 1, plus 1 demi, je vais regarder les coefficients qui dépendent de x. Donc, plus 1 demi de x. Alors, non, excusez-moi, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais un peu trop vite pour être méthodique. Donc plus x, et je vais regarder tous les termes qui dépendent de x. Alors en fait, il n'y en a qu'un seul, c'est celui qui vient de la parenthèse avec l'exposant 1. Après, bon. Ensuite, je vais regarder les termes qui
dépendent, enfin, où il y a du x2. Alors, la première parenthèse ne peut me donner x2 qu'avec le deuxième terme, qui est affecté du coefficient -1. Ensuite, dans la deuxième parenthèse avec le carré, donc -1 huitième, qu'est-ce qui peut donner du x2? Eh bien, uniquement le premier terme, qui a le coefficient 1. Donc, le terme qui est là, il faut même faire un jeu de couleurs. Ici, le terme qui est là provient de x qui est là. Et le terme qui est là, 1 demi fois -1, provient de ce terme-là. Donc, ensuite, je continue plus x au cube. Je vais écrire en noir. Donc, en noir, je mets plus x au cube. Alors, x au cube, il va toujours avoir 1 demi fois -1. Donc, ça, c'est le terme qui est ici. Le premier terme de la parenthèse, enfin, le terme qui vient de l'exposant 1. Ensuite, qu'est-ce qui peut provenir de la parenthèse avec le carré? Bah, ça peut être un double produit. Donc, si j'écris 2 fois je vais faire de la gomme là. Hein. Donc, fois 2, double produit, ben, il y a 1 fois -1. C'est le double produit du carré. Et puis, il reste 1 16e qui vient du terme en x au cube, plus grand O de x puissance 4. Alors, je vais faire des couleurs. Donc, le -1 qui est là provient donc de x au cube du -1 qui est là. Le double produit qui est là provient du double produit qui est là. Et le x au cube provient. Et je pourrais continuer comme ça. Quand vous faites vos calculs, développer et ordonner directement. Et l'astuce pour pouvoir surlire consiste à ne pas effectuer les calculs tout de suite. Là, si je me suspecte une erreur, je sais d'où viennent les termes. Donc, je sais que 1 demi fois -1, donc il y a 1 demi, ça vient de l'exposant 1, le -1, je vais voir d'où il vient, etc. Je peux me relire. Si vous vous donnez directement la valeur de cette fraction, bah après, si vous pensez que vous vous êtes trompé, vous ne savez plus comment vous l'avez obtenu et c'est difficile de vous relire. Donc, et alors finalement, quand on fait les calculs des fractions, on trouve que cette racine carrée au voisinage de 0, à l'ordre 3, c'est 1 plus x sur 2, plus, alors là, je vais évidemment prendre mon petit calcul, non, c'est pas dire plus, c'est moins 5 huitièmes x au carré, moins 3 16e de x au cube, plus grand O de x puissance 4. Bon, maintenant, il faut composer avec l'arc tangente. Alors, l'arc tangente, ça peut vous paraître compliqué parce que vous ne connaissez pas nécessairement de mémoire le point d'unité de l'arc tangente. Mais ça fait partie des autres techniques, je vais faire une nouvelle page, qu'il faut connaître, c'est que vous savez qu'on peut primitiver les deux points limités. Si une fonction admet un dénouement limité à l'ordre 3, sa primitive admet un dépend limité à l'ordre 4, à condition qu'elle soit primitivable, évidemment. Et on travaille avec des fonctions en général qui sont régulières, qui sont au moins continues. Donc, si la fonction continue à dépend limité à l'ordre 3, ben, elle est intégrable et son DL à l'ordre DL et sa primitive à l'ordre 4 existent. Et alors, bien sûr, tout le monde connaît la dérivée de l'arc tangente. Alors, je vais prendre arc tangente de 1 plus u, puisque nous, on va faire un dépendalité de l'arc tangente en 1. Et donc, je vais poser la variable égale à 1 plus u avec u qui tend vers 0, parce que tous les dépendabilités de référence sont à faire en 0. Et
l'arctangente, la dérivée de l'arctangente de 1 plus u, tout le monde sait que la dérivation des fonctions proposées, c'est arctangente prime en 1 plus u, la fonction affine est 1 u de 1 plus u à une dérivée égale à 1, donc c'est 1 sur 1 plus u carré. La dérivée de l'arctangente x, c'est évidemment 1 divisé par 1 plus x au carré. Et quand vous développez et ordonnez ça directement, ça fait 2 plus 2u plus u carré. Et donc, si je sais faire un développement limité de cette fraction rationnelle à l'ordre 2, en le primitivant, j'aurai un développement limité à l'ordre 3 de l'arctangente de 1 plus u en 0. Technique ultra classique, et qui vous permet de retrouver les développements limités de l'arcsinus ou arctangente avec cette dérivée. Par exemple, la dérivée de l'arcsinus, c'est 1 sur racine de 1 moins x2. Donc ici, comment je vais obtenir un développement limité de la fraction? Je vais encore utiliser la division suivant les puissances croissantes. C'est le plus efficace. Alors en 1, il y va combien de fois 2? Il y va un demi-fois. Un demi fois le diviseur, ça fait 2 fois 1 demi, ça fait 1, plus u plus u2 sur 2. Je soustrais, et 1 moins 1, ça fait 0, donc ensuite je vais trouver moins u carré divisé par 2. En moins u, il va combien de fois sur 2? Moins de fois 2, donc il va moins u sur 2 fois. Moins u sur 2 fois le diviseur, ça fait moins u. Moins u carré, moins u sur 3. Sur 2, pardon. Je soustrais. U moins u, ça fait 0. Moins u carré sur 2 plus u carré, ça fait u carré sur 2. Plus u cube sur 2. Et en u carré sur 2, il y va combien de fois 2? Eh bien, il y va u carré sur 4. U carré sur 4 fois le diviseur, ça commence par u2 sur 2, plus quelque chose en u3, plus etc. Et quand vous allez faire la soustraction, vous allez obtenir ici un grand O de u au cube. Et donc, ça veut dire que 1 sur 2 plus 2u plus u au carré est égal au quotient que je viens de trouver, 1 demi moins u sur 2 plus u2 sur 4, plus grand O de u au cube. Donc, par primitivité, maintenant, j'ai plus qu'à primitiver. Je vais faire de... Donc, quand je primitive, arctangente de 1 plus u au voisinage de 0. Ça commence par arctangente de 0. Bon, tout le monde sait que ça... arctangente de 1, pardon. Tout le monde sait que ça commence par pi sur 4. Que c'est pi sur 4, plus 1 demi de u, moins u carré divisé par 4. Quand je divise u carré, ça fait 2u. C'est pour ça qu'il faut diviser par 4. U au cube, et donc u au cube, il faut diviser par 12 pour obtenir après dérivation 1 sur 4, plus grand O de u puissance 4. Alors j'essaie d'effacer là pour mieux écrire. Et donc, on a ce développement limité qu'on a obtenu sans coût ferrière. C'était pas très compliqué. J'espère que vous êtes un peu convaincus, puisque on a développé, on a fait un développement limité d'une fraction rationnelle. On l'a fait de façon très efficace avec la division suivant les puissances croissantes. Et après, on n'a plus qu'à utiliser. Donc ça fait partie des techniques pour obtenir un développement limité. On calcule le développement limité de la dérivée et après, on intègre.
Par exemple, si vous voulez calculer la dépendabilité de log de 1 plus x, ben, comment vous faites? Ben, vous dites que la dérivée de log de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. 1 sur 1 plus x, c'est un truc ultra standard, on sait faire des dépendabilités, et après, on n'a plus qu'à intégrer ce dépendabilité pour obtenir un dépendabilité de log de 1 plus x, en 0 toujours. Bon, ben, maintenant, il ne nous reste plus qu'à conclure. Euh, donc, f de x au voisinage de 0, c'est arctangente de racine carrée de 1 plus x sur 1 moins x. On a vu que racine carrée de 1 plus x, excusez-moi, c'est 1 plus x2. Racine carrée de 1 plus x sur 1 plus x2 au voisinage de 0. Alors, je vais reprendre mon papier parce que, évidemment, je m'en souviens plus. Donc, c'est là. C'est 1 plus 1 demi de x moins 5 huitièmes de x2 moins 3 16e de x cube plus le grand O de x puissance 4. Et on a vu que arctangente de 1 plus u au voisinage de 0, donc on a dit que c'était quoi? Que c'est pi sur 4 plus u sur 2 moins u2 sur 4 plus u au cube sur 12 plus le grand O de u puissance 4. Donc ça veut dire que f de x au voisinage de 0, c'est pi sur 4 plus 1 demi de, alors je réécris tout, 1 demi de x moins 5 huitièmes de x2 moins 3 16e de x cube puissance 1 moins 1 quart de 1 demi de x moins 5 huitièmes de x au carré. Donc, pas la peine d'écrire le terme en x cube. Plus 1 douzième de 3 16e de x cube. 3 16e de... Donc 3 16e d'un demi de x au cube. Plus un gros taux de x puissance 4. Bon, alors là, je vous épargne les calculs, on développe et on ordonne comme tout à l'heure, et on trouve que de x, c'est x sur 4 plus x sur 4 moins 3 huitièmes de x au carré plus 4 96e de x au cube plus grand O de x puissance 4. Bon voilà, donc ça c'était un exercice pour illustrer des techniques fondamentales mais extrêmement élémentaires de calcul des points limités. On connaît les développements limités de référence, je répète, exponentielle, logarithme de 1 plus x, 1 plus x puissance alpha, sinus, cosinus, arcsinus, arctangente, tout ça en zéro. On connaît la division suivant les puissances croissantes, et quand on compose des dépendants limités, il faut développer et ordonner de façon directement et de façon systématique, comme je l'ai fait, pour éviter les calculs, les erreurs de calcul. La technique de calcul indépendant limité avec le calcul des dérivés de la fonction à l'ordre arbitraire, en général, c'est inextricable. Parce que dès que la fonction est compliquée, calculer la dérivée fabrique des formules inexploitables. Alors, la division suivant les puissances croissantes, elle est aussi extrêmement utile dans plein de situations, et en particulier dans le calcul des primitives. Calcul des primitives, qui est tout à fait au programme de L2, hein, je vous rappelle que vous regardez dans
dans l'examen qui a été posé l'année dernière, il y avait un calcul des primitives de fractions rationnelles. Et donc, il faut savoir faire ça. Et bon, il y a des techniques pour être efficace. Donc, calcul de primitives de fractions rationnelles, de fonctions rationnelles. Si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas, hein, si vous voulez poser des questions. Alors, notamment sur la partie précédente, calcul de primitives de fonctions rationnelles, essentiellement, c'est pas essentiellement, ça repose sur la décomposition en éléments simples. En fait, il y a deux choses à savoir, c'est comment traiter les pôles simples d'une fraction et comment traiter les pôles multiples. Et la troisième chose, c'est le lien entre décomposition dans R de x, les fractions rationnelles à coefficient réel, et les fractions à coefficient complexe, quand vous avez f, une fraction à coefficient réel. Donc, si vous avez une fraction qui est à coefficient réel, ben, vous pouvez la décomposer aussi bien dans R que dans C, et on peut passer de l'un à l'autre. Alors, je ne vais pas faire de théorie, je vais traiter un exemple. Un exemple qui va vous paraître assez compliqué, mais en fait qui est assez simple. Donc, je vais considérer l'application f, qui va de R privé de moins 1, 1, donc il y a trois intervalles là-dedans. Dans R, qui a x, associe grand F de x, où grand F, c'est la fraction rationnelle, x puissance 7, plus 3x6, plus 3x5, moins 3x4, moins 2x2, et par x plus 1 au cube, x fois x2 plus x plus 1, fois x moins 1. Bon, c'est là assez abominable, le numérateur a été choisi pour obtenir quelque chose de plus simple après. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit dans cette fraction rationnelle? Bon, déjà, que x2 plus x plus 1, c'est un polynôme de degré 2, sans racine réelle. Donc ça veut dire que f est bien défini sur R privé de moins 1, 1. Et on va la primitiver. Alors il faut regarder où sont les singularités de f. Bon, il y en a deux évidemment, qui sont que 1 et moins 1 sont les pôles de f. 1 est d'ordre 3, d'ordre 1, pardon, c'est un pôle simple. Et moins 1, il est d'ordre 3. Et comme on veut primitiver la fonction f, ben, ça veut dire qu'on va décomposer grand f en éléments simples dans R. Là, on sait, d'après la théorie, que comme la décomposition, on connaît la loi de la décomposition. Alors, comme 1 et comme moins 1 est pôle d'ordre 3, il va y avoir trois termes associés à moins 1. Il va y avoir un terme associé à x plus 1 puissance moins 3, plus
b sur x plus 1 au carré, plus c sur x plus 1 exposant 1. Ensuite, il y a un pôle simple associé à 1. Donc, ce terme, comment je vais le noter? Plus b sur x moins 1. Et puis, il y a une partie qui est due au fait que dans le dénominateur, il y a un facteur irréductible de degré 2 et sans racine réelle. Donc, quand j'écris ça, ce qui va apparaître, c'est une fraction de ce type. Et là, tous les nombres que j'écris, A, B, C, D, alpha, bêta, sont des nombres réels. Ça, je vais l'appeler... Ah oui, alors j'ai oublié quelque chose, erreur classique. Hein. Là, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas suffisant. Il faut rajouter encore quelque chose. Parce que le degré de la fraction, quand on le regarde, c'est le degré du numérateur moins le degré du dénominateur. Bien, c'est pas négatif. 7 moins 6, c'est 1. Et comme le degré de f est strictement positif, il va y avoir un polynôme à coefficient réel, qui évidemment ne posera pas de problème quand on va calculer la primitive. Donc, ça, cette partie-là, je vais l'appeler grand H. Alors, la question qui se pose, c'est déjà comment extraire donc le degré de f, c'est 7 moins 6, 1 qui est strictement positif. Donc, je sais que je vais pouvoir écrire f égale e plus g avec une fraction rationnelle qui est de degré g qui est de degré strictement négatif et e qui est un polynôme. Et la première tâche de décomposition en éléments simples de grand F, hein, c'est de calculer la partie que j'appelle la partie entière, la partie polynomiale de la fraction. Comment on fait ça? Ben, on fait ça par une division filiale. Donc, alors, on n'a pas trop le choix. Alors, donc, le polynôme x plus 1 au cube fois x2 plus x plus 1 fois x moins 1. Il faut l'écrire sous forme canonique. Donc, c'est x plus 1 au cube fois x cube moins 1. C'est une réalité remarquable. Et donc, je dois directement le résultat. Hein. Ça fait x puissance 6 plus 3x puissance 5 plus 3x puissance 4 moins 3x2 moins 3x moins 1. Donc, quand j'ai fait les calculs à la main et j'ai développé directement, et après, ben, il faut faire la division suivant les puissances croissantes du numérateur, pardon, la division fidèle du numérateur. Donc, on divise ça, la division fidèle. La division euclidienne, c'est une division suivant les puissances décroissantes et elle s'arrête contrairement à la division suivant les puissances croissantes. Bon, bah, en fait, c'est exactement le même unité du mécanisme. En x puissance 7, il y a combien de fois x puissance 6? Et ben, il y a x fois. Donc, ça fait x puissance 7. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est puissance 5. Là. Donc, x puissance 5 plus 3x puissance 6 plus 3x puissance 5. Là, je pense qu'il y a une petite erreur, parce que j'ai dit puissance 6, 3x puissance 1, 3x 2, 3x.
Alors, c'est parce que dans mon numérateur, en fait, il y a une erreur ici. Dans mon numérateur, il faut corriger un peu l'énoncé. Il faut mettre un cube ici. Moins 3x2. Attendez. Oui, en fait, il faut ajuster aussi. Bon, le numérateur, en fait, que j'avais pris, le seul intérêt, c'est que quand je vais faire la division quotidienne en question, je trouve ici, après, je trouve x. De manière que l'énoncé il doit être fait pour que f égale euh, donc x, c'est le polynôme grand E, plus g, avec g égale x divisé par x plus 1 au cube fois x2 plus x plus 1 fois x moins 1. Donc, peu importe les coefficients que j'avais mis au départ, euh, on ajuste l'exemple pour de telle manière qu'on ait cette identité-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que si le degré de f de la fraction est strictement positif, il faut faire, positif ou nul, pardon, il faut faire une division euclidienne euh, pour obtenir ce polynôme que j'appelle partie entière, et on applique la décomposition d'éléments simples à la fonction à la fraction g. Et alors, g donc, euh, g, on sait qu'elle va s'écrire sous la forme a sur x plus 1 au cube, plus b sur x plus 1 au carré, plus c sur x plus 1, plus d sur x moins 1, plus alpha x plus bêta divisé par x2 plus x plus 1. Et cette fraction, je l'avais appelée h. Et A, B, C, D alpha, bêta sont tous des réels. Alors ça peut vous paraître compliqué parce qu'il y a un pôle triple et généralement vous ne savez pas trop comment vous dépatouiller avec les pôles multiples. Et puis il y a ce terme là qui est un peu compliqué puisque il n'y a pas de pôle réel, mais il y a bien entendu il y a deux pôles complexes. Vous voulez en fait réécrire x au carré. Alors, on va commencer par traiter le cas du pôle simple. Comme il est simple, c'est plus simple. La palisse n'aurait pas de dit. Alors B, donc ma fraction G, en fait, hein, c'est x sur Q, avec Q qui est égal à x plus 1 au cube, facteur de x2 plus x plus 1, facteur de x moins 1, c'est-à-dire en fait x plus 1 au cube, facteur de x au cube moins 1. Et plutôt que de mettre x, je vais mettre p, ici. Et donc p, c'est le polynôme grand x. Et on sait que donc 1 est racine simple de Q. Donc ici, c'est parce que P de 1 est différent de 0, donc pôle simple de G. Alors il faut savoir que le coefficient B qu'on cherche, c'est D plutôt, le coefficient D qu'on cherche, il peut être donné par deux formules. C'est P de 1 sur Q de 1, sur Q' de 1, et c'est aussi P de 1 sur R de 1, où R c'est le polynôme que j'obtiens en factorisant Q par x moins 1. Donc ici, ça veut dire que R, c'est x plus 1 au cube, facteur de x2 plus x plus 1. Donc, cette formule-là, en
fait, elle est à savoir, il n'y a pas besoin de faire de système, ce que vous voulez, on l'applique directement, il faut vraiment la savoir, c'est efficace. Donc ici, ben, par exemple, donc ça va me donner D égale, donc, lequel je vais prendre, alors je vais prendre par exemple P de 1 sur R de 1. Donc P de 1, ça fait 1. Sur R de 1, ça fait 2 au cube, ça fait 8. 8 fois 3 égale 1 24e. Bon, donc on sait que D vaut 1 24e. Maintenant, on va regarder la fonction, la partie H. Au fait, ce qu'il faut comprendre dans la décomposition d'éléments simples, c'est qu'il ne faut surtout pas écrire de système. Si j'écris un système d'équations où les nombres A, B, C, D, alpha, bêta sont pas trouvés, si j'écris un système, il me faut 5 équations à 5 inconnus. Et en général, quand les étudiants font ça, ils se trompent parce qu'un système de 5 équations à 5 inconnus, même avec un système simple, c'est compliqué à résoudre. Donc, on évite la résolution de système comme la peste. Donc, ici, notre fonction h, on sait qu'elle va s'écrire sous la forme alpha x plus bêta sur x2 plus x plus 1. Et on sait aussi qu'elle va s'écrire sous la forme lambda sur x moins j plus mu sur x moins j bar, avec lambda nu à coefficient nombre complexe, et j, c'est exponentiel de pi sur 3. Ce sont les autres j et j bar, ce sont les deux autres racines cubiques de l'unité. Et ce sont des pôles simples de x2 plus x plus 1. Quand vous avez un polynôme de degré 2 sans racine réelle, ça veut dire en fait qu'il a deux racines complexes conjuguées, et toutes les deux étant simples. Alors comme ce sont des racines simples, ben, je peux calculer facilement lambda, nu. Alors je remarque aussi que h est un coefficient réel, avant de faire ce petit calcul. Donc ça veut dire que si x est un réel, quand je calcule le conjugué de x, là, je trouve h de x. Mais le conjugué de x, c'est aussi mu bar sur x moins j, plus lambda sur x moins j bar, lambda. Et donc, comme vous savez qu'il y a unicité de la décomposition en éléments simples, vous savez d'office que, en fait, mu, c'est le conjugué de lambda. Donc, en fait, il y a juste un seul coefficient à calculer, c'est lambda. Donc, lambda, on utilise notre fraction, on va utiliser donc que c'est la fraction g, x. Et là, je vais utiliser la dérivée de mon polynôme, donc c'est x plus 1 au cube fois x au cube moins 1. Donc, je dois calculer la dérivée de ça, et je vais calculer ça pour le nombre j. C'est-à-dire, en fait, x divisé, alors la dérivée qu'il y a, ça fait, c'est un produit, c'est 3 x plus 1 carré fois x au cube moins 1, plus x plus 1 au cube fois 3x2. Tout ça calculé quand je fais x égale j. Alors, quand x égale j, x au cube moins 1, ça fait 0, parce que j au cube vaut 1. Donc ça fait j divisé par 0 plus j plus 1 au cube fois 3j carré. Donc, une petite simplification.
Et aussi, on peut remarquer que de l'équation j carré plus j plus 1 égale 0, je tire que j plus 1 égale moins j carré. Et donc, ça veut dire que j plus 1 au cube égale moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1, fois j puissance 6 égale moins 1, parce que j au cube vaut 1. Donc, ici, je trouve que ça fait donc moins 1 tiers. Donc, moins 1 tiers fois 1 sur j. Mais moins 1 tiers fois 1 sur j, c'est un j de un nombre complexe de module 1, donc c'est moins 1 tiers de conjugué de j. Alors, est-ce que c'est ce que j'avais trouvé? Oui, c'est ça. Et donc, j'obtiens donc lambda égale conjugué de j divisé par 3. Et donc, le nu égale moins j divisé par 3. Donc, ça a été assez efficace. Et vous remarquerez ici que je n'ai surtout pas utilisé l'écriture de j sous la forme potentielle 2i puissance 3. Ça complique les calculs en fait. Il suffit de savoir que j au cube égale 1 et que j carré plus j plus 1 égale 0. Tout ça, en fait, c'est que j au carré égale j bar. En gros, là, vous avez tout. Et tout résulte du fait que j2 plus j plus 1 égale 0. Les deux relations entraînent, donc c'est la relation du centre entraîne les deux relations. Donc, je sais calculer h. Ça a été assez rapide. Donc, maintenant, il faut la h, je l'écris sous forme, donc, je l'écris sous forme complexe. Maintenant, en fait, on fait une réduction même de l'éliminateur pour l'obtenir sous forme réelle. x2 plus x plus 1, ben, on sait très bien, c'est x moins 10 fois x moins j bar. X, il va être facteur de, alors, donc, moins j bar sur 3, je vais mettre un tiers en facteur. Donc, ça va faire moins j bar moins j, plus les termes constants. Alors, les termes constants, ça va faire j bar au carré, plus j au carré. Et donc, ben, on sait que la partie réelle de j, 2 fois la partie réelle de j, c'est j plus j bar égale moins 1,5. Donc, finalement, je trouve que h égale 1 tiers de x moins 1 tiers divisé par x2 plus x plus 1. Entre parenthèses, j au carré égale j bar, donc la partie réelle de j au carré, c'est pareil que la partie réelle de j. Donc on a obtenu assez facilement la décomposition d'éléments simples associés au polynôme sans racine réelle x2 plus x plus 1. Alors on n'est pas toujours obligé de passer par des complexes, mais c'est souvent très efficace, puisque automatiquement les racines d'un polynôme à coefficient réel sans racine réelle, automatiquement il y a des racines conjuguées simples. Et donc maintenant, il reste le pôle triple, que j'ai gardé pour la fin, le meilleur pour la fin. Alors, c'est pas non plus très compliqué, et c'est là que la division suivant les puissances croissantes va être efficace. Encore une fois.
Donc, je rappelle la fonction g. G, c'est x divisé par x plus 1 au cube, facteur de x au cube moins 1. Une division sur une constante croissante, ça se fait toujours avec, en quelque sorte, avec une indéterminée qui peut aller vers 0. Donc en fait, ici, il faut faire un changement de variable. Il faut poser y égale x plus 1. Donc, quand x tend vers moins 1, y tend vers 0. Alors, sauf que x, c'est une indéterminée. Hein. X, ça veut dire c'est la suite 0, 1, 0, 0. Bon, c'est un objet algébrique. Ça n'a pas tellement de sens de dire que quand x tend vers 0 ou tend vers quelque chose. Donc, ça veut dire que x égale y moins 1. Donc, ma fraction g, quand je fais cette opération-là, donc c'est y au moins 1 plus y, je vais écrire. J'écris suivant la puissance croissante. X plus 1 au cube, bah, c'est y au cube, c'est fait exprès. Facteur 2, alors x au cube, on a dit x, c'est y moins 1. Au cube, moins 1. Donc ça va faire moins 1 plus y, par y cube. Alors, facteur de y cube. Alors les termes en y2, c'est moins 3y2, moins plus 3y, moins 1, moins 1, moins 2. Donc notre fonction g exprimée à l'aide de cette nouvelle variable y, c'est ça, notre fraction g, exprimée à l'aide de la variable y, c'est ça. Et j'ai fait la division suivant les puissances croissantes de moins 1 plus y par l'autre polynôme. Donc, alors j'écris moins 1 plus y. Il me faut 3 coefficients seulement. Moins 2 plus 3y moins 3y2 y cube. Oui, alors, tant qu'à faire, je vais changer les signes. En multipliant en haut et en bas par moins 1. Donc, ici, ça va faire 1 moins y. Là, ça va faire 2 moins 3y. Là, je me trompe parce que là, j'ai pris 2 moins 3y plus 3y2 moins y au cube. Je vais juste changer 1 en moins 1. Donc, je vais faire la division de 1 moins y par 2 moins 3y plus 3y2 moins y au cube. Bon, alors en 1, il va combien de fois 2 bah, il va 1 demi-fois. 1 demi fois 2 moins 3y plus 3y2 moins y3. Ah, excusez-moi. Donc ça fait 1 moins 3 demi de y plus 3 demi de y2 plus moins, pardon, 1 demi de y3, et là je soustrais. 1 moins 1, ça fait 0. Moins 1 plus 3 demi, ça fait 1 demi de y, moins 3 demi de y2, moins plus 1 demi de y3. Donc en 1 demi de y, il va combien de fois 2 et bien, il va plus 1 quart de y. Donc 1 quart de y fois 2, ça fait 1 demi de y. Moins 3y fois 1 quart de y, ça fait moins 3 quarts de y2, plus quelque chose, facteur de y3, donc il y a d'autres termes après. Hein.
Je fais la soustraction. 1 demi de y moins y, ça fait 0. Moins 3 demi plus 3 quarts, ça fait moins 3 huitièmes de y2 plus y3 qui sera facteur de quelque chose. Et donc, je vérifie juste le calcul. Moins 3, donc, quand je vais multiplier moins 3 huitièmes de y3 par le dénominateur, que je vais faire la soustraction, il me restera quelque chose en y4. Attends, excusez-moi. Là, c'est, je suis trompé, là, c'est y3, là, c'est y puissance 4, je vais un peu trop vite. Et donc là, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, non, c'est ça, en fait. Excusez-moi, je vais un peu trop vite. Donc, c'est moins 3 huitièmes de y2. Donc, je rétablis. Donc là, c'est moins 8 de y2, plus quelque chose en y3, moins 8. Donc, quand j'ai écrit ça, je n'ai pas fait les calculs directs. Donc, quand j'ai écrit ça, ça fait donc 1 moins y égale 2 moins 3y plus 3y2 moins y cube. Je multiplie 1 demi plus 1 quart de y moins 3 huitièmes de y2. Donc, j'ai trois coefficients. C'est trois coefficients qu'il me faut, puisqu'on a un pôle triple, plus un reste qui est facteur de y3. Et donc, grand R, c'est une fonction polynôme. Donc, je ferai un polynôme. Et donc, finalement, quand je vais diviser, quand je vais calculer G, bah, G, ça va être 1 si sur y cube, facteur de 1 demi plus 1 quart de y. Excusez-moi. Oui, je vous écoute. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une petite erreur C'est dans le calcul. possible. Pour le moins 3 demi plus 3 quarts, c'est plutôt moins 3 quarts plus que moins 3 huitièmes, non? À l'avant-dernière ligne de calcul dans la fraction. Donc c'est possible parce que je vais un peu vite et j'ai pas fait les calculs en direct. Moins 3 demi, moins 3 quarts. Oui, vous avez raison, c'est moins 3 quarts. Je vous remercie. Pas de problème. Donc, moins 3 quarts, mais c'est moins 3 huitièmes, oui, parce qu'en fait, vous avez bien fait de me revenir. J'ai été trop vite, c'est un 2 qui est là. Donc 2 fois moins 3 huitièmes, ça fait moins 3 quarts. Bon. Comme le temps presse, j'ai pas fait les calculs en direct, je lisais mon papier, mais j'ai mal lu. Je vous remercie. Donc je reprends, quand je calcule ma fraction G, donc je dois diviser 1 moins y par y3 fois la parenthèse. Et donc ça donne le premier terme, plus R divisé par 2 moins 3y plus 3y2 moins y au cube. Et cette fraction-là, elle n'a pas de pôle en 0, par construction. Hein. Donc ça veut dire que la partie fractionnaire qu'on cherche, associée à 1, bah, elle provient de ça. Donc je vais distribuer le 1 sur y cube dans la parenthèse, et ça va me donner, je vais revenir à G hein, écrit en termes de x. Alors c'est 1 demi, alors y au cube, c'est x plus 1 au cube, plus 1 quart sur x plus 1 au carré, plus moins 3 huitièmes sur x plus 1, plus l'autre terme,
qui ne correspondent pas à la partie polaire en -1. Donc, vous voyez, bon, la technique pour décomposer une fraction rationnelle en éléments simples, hein, quand vous avez un pôle multiple, elle n'est pas très compliquée. Ça consiste à faire quoi? Une translation de variables pour se ramener en gros à 0, la variable qui tend vers 0, et on effectue une division substantielle croissante qui est un truc ultra mécanique. On ne peut pas se tromper. Bon là, je me suis trompé, mais j'ai pas fait les calculs. Quand on fait vraiment les calculs, on ne peut pas se tromper. Et bon, après, pour bien ne pas se tromper dans l'ordre des coefficients et pas inverser, on écrit explicitement la relation qui est là, qui dit que ce qu'on divise est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Et donc, quand on fait ça, on écrit bien les bons coefficients dans le bon ordre, parce que souvent, les étudiants, quand ils font ça, s'ils font trop vite, et ben, ils vont dire que moins 3 huitièmes est le coefficient du cube de x plus 1 puissance moins 3, ce qui n'est pas le cas. Donc, il vaut mieux écrire les choses par rapport, et on se trompe. Donc, maintenant, on a fini notre décomposition en éléments simples, hein, que je vais résumer, et puis on va terminer avec le calcul de la primitive, qui est ultra classique. Donc, je vais écrire la décomposition pour G, hein, puisque donc, ce qu'on a obtenu en fin de compte, c'est que G est égal à 1 demi sur x plus 1 au cube, plus 1 quart sur x plus 1 carré, plus moins 3 huitièmes sur x plus 1 exposant 1, plus 1 24e sur x moins 1, plus 1 tiers de x moins 1 tiers divisé par x2 plus x plus 1. Alors, tout ça, donc, quand maintenant on va substituer à grand X une variable X, on sait primitiver, sauf peut-être x moins 1 divisé par x2 plus x plus 1. Alors là, c'est assez standard. Enfin, il faut savoir la technique, hein. Elle est ultra standard. Donc, x2 plus x plus 1 a une dérivée qui est 2x plus 1. Comme ici, il y a un coefficient x, je vais faire intervenir cette dérivée. Pour obtenir le coefficient x, il faut que je divise 2x plus 1 par 2. Donc, du coup, le 1,5 qui est là. Évidemment, l'égalité qui est là, elle est fausse. Il faut corriger avec les termes constants. Donc ici, j'ai 1 demi, mais il me faut moins 1. Donc, si je veux que l'égalité soit correcte, il faut que j'en ai moins 3 demi ici. Bon, là, on voit bien, j'ai u' sur u, ça fera du logarithme. Là, par contre, c'est pas du prime sur u, mais c'est par contre assez standard, puisque, enfin, c'est pas assez standard, c'est standard. On met le polynôme sous forme canonique, ça fait x plus 1 carré, donc 1 demi, ça fait 1 au carré, ça fait 1 quart, et donc il en manque 3 quarts. 3 quarts, c'est racine de 3 sur 2 élevé au carré, et on reconnaît quelque chose qui est de la forme 1 sur u carré plus 1. Plus A, pardon, plus A carré. Avec A qui est strictement positif. Donc, voilà. Donc ça, quand vous savoir que quand c'est une primitive de ça, c'est 1 sur A par tangente de U sur A. Donc voilà, il faut savoir ça. Donc maintenant, je peux calculer une primitive, donc de la fonction G. Donc une primitive. Alors la fonction associée, donc sur R privé de moins 1 et de 1, de la fonction petit g qui a x associe grand G de x, et la fonction, comment est-ce que je vais l'appeler, h, définie
sur R privé de moins 1 par, je mets 2 points, je passe à la ligne parce que je mets un quantificateur, quel que soit x dans R privé de moins 1, h de x. Là, j'ai primitivé terme à terme. Alors, quand je primitive x plus 1 au cube, ben, c'est x plus 1 au carré essentiellement. Quand je dérive ça, ça fait x plus 1 au cube. Mais il va y avoir moins 2 qui va s'appartenir. Donc, il faut en tenir compte, d'où le moins 1 quart qui est là. Ensuite, plus x plus 1 exposant 1. Et quand je dérive x1, quand je dérive l'inverse de x plus 1, ça fait de x plus 1 exposant moins 2 fois moins 1. D'où le moins 1 quart. Plus moins 3 huitièmes. Alors, il faut trouver une primitive de 1 sur x plus 1. Donc, c'est pas log de x plus 1, c'est logarithme de valeur absolue de x plus 1. Hein. Je vous rappelle qu'une primitive, je vais l'écrire quelque part ici, donc une primitive de f' sur f, et quand c'est défini, c'est log de valeur absolue de f. Donc, il faut que f ne s'annule pas ici, bien sûr. Et donc ça, je continue. Plus, bah, pareil, 1 24e logarithme népérien de x plus 1 en valeur absolue, de x moins 1 en valeur absolue. Voilà. Plus 1 demi logarithme de x2 plus x plus 1. Pas besoin de valeur absolue, hein, parce que ben, pour tout y dans R, ce polynôme réel de 2 plus y plus 1, il est strictement positif, il n'a pas de racine réelle, son coefficient pur degré est positif, c'est tout le temps positif. Moins 3 demi, voilà, il faut tenir compte, enfin c'est de l'arc tangente, il faut tenir compte du changement du décalage de variable, de la translation. Donc 1 sur A, ça va être 2 sur racine de 3 fois arc tangente de i petit x plus 1 demi divisé par A, qui est donc racine de 3 sur 2. On peut simplifier par nous. Alors je ne rajoute pas plus constante. Je rajoute pas plus constante parce que j'ai dit une primitive. Donc je ne cherche pas toutes les primitives. Une seule suffit. Et d'ailleurs, si je cherchais toutes les primitives, ce ne serait pas cette fonction la plus constante, et il faudra ajuster la fonction qui est là avec 3 constantes selon qu'on est sur moins 1 plus infini, moins 1 ouvert ou 1 plus infini. Mais si j'en veux juste une, celle-là va bien. Donc, ben voilà comment on a fait, sans coup faire rire, un calcul de primitif de fraction rationnelle. Il faut savoir faire. Si vous avez ça à l'examen, vous devez considérer que vous êtes content parce que c'est juste du calcul. Celui-là était un peu compliqué parce qu'il y avait un pôle triple, un polynôme sans racine réelle de degré 2 et un pôle simple. C'est un peu compliqué, mais fondamentalement, c'est pas dur, c'est juste un peu long. Et surtout, il faut être capable de faire des calculs de façon méthodique. Et la division suivant les puissances croissantes, pour les polymétriques, est extrêmement efficace. Elle peut même être efficace pour un pôle d'ordre 2, ça marche très bien. Et même parfois pour un pôle d'ordre 1, c'est aussi efficace quand vous voulez tout opérer d'un coup. Par exemple, un pôle d'ordre 1 fois un pôle de second degré. Si vous faites la division sur les puissances croissantes, pour le pôle simple, vous allez obtenir directement le reste. Et le reste sera sous la bonne forme. Enfin, bon. Je vais juste conclure ça par la forme générale d'une décomposition d'éléments simples. Si je prends f une fraction rationnelle quelconque, je vais écrire f égale p sur q. Donc, alors p et q sont des polynômes
à coefficient réel. P est produit avec Q, ils n'ont pas de diviseur commun. Et Q, alors je vais l'écrire sous une forme produit pour A appartenant à P, P pour pôle, hein, de X moins A puissance alpha de A, fois produit pour polynôme grand, non, P c'est une mauvaise idée du coup, mon polynôme D appartenant à l'ensemble des scripts P, D, pardon, puissance bêta de D. Et alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Donc, alpha de A, c'est toujours un entier naturel. Bêta de D, c'est toujours un entier naturel, tous les deux non nuls. P, bien entendu, c'est inclus dans R, dans les pôles réels. Et puis D, ça correspond, c'est un ensemble fini de polynômes de degré 2 unitaires sans racine réelle. Donc, en fait, ce sont des polynômes qu'on ne va pas diviser dans R crochet de X. Hein. Donc, exemple, je ne sais pas moi, x2 plus x plus 1, c'en est un, mais pour x2 plus x plus 4, c'en est un autre. Et ça, ce sont des polynômes qui sont unitaires, donc les coefficients de P au degré vaut 1, ils n'ont pas de racine réelle. Alors, décomposition de moins 5 dans R, elle va prendre cette formule-là. Alors, c'est assez barbare, c'est pour ça que je ne l'ai pas écrite au début. Une première somme qui correspond au pôle de grand F, donc somme pour A parcours en grand P, somme pour J égale 1 jusqu'à l'ordre du pôle, alpha de A, X moins A puissance J, fois lambda A J. Donc le lambda AJ, ça va être un coefficient complexe, réel, pardon, la fraction est un coefficient réel, plus partie qui correspond à ces polynômes sans racine réelle, somme pour D appartenant à l'ensemble des scripts, somme pour J égale 1 jusqu'à bêta de D, donc l'ordre à laquelle apparaît, la puissance à laquelle apparaît D dans la décomposition en éléments multiples de Q dans R, fois D puissance J, et un polynôme du second degré, qui est, du premier degré, pardon, qui est donc A de Jx plus B de J, et avec A de J et B de J qui sont tous les deux réels, mais pas tous les deux nuls. Alors, là où j'insiste, c'est que le degré du numérateur, ici, là, j'ai le degré 1, hein, donc si j'appelle ça ce polynôme n de j, le degré de n de j, il est au plus égal à 1, et il est positif ou nul, c'est-à-dire que au pire c'est une constante, mais elle n'est pas nulle, et 1, c'est le degré de 2. Donc souvent, les étudiants, quand il y a des, bon, ça arrive rarement dans une interrogation écrite, mais quand ils écrivent une décomposition en éléments simples, ils ont tendance à oublier que le degré, la numérateur dans cette partie polaire, elle doit être, elle est limitée en degrés. Donc son degré, c'est au plus le degré de D. Pas le degré de D puissance J, c'est le degré de D qui est le degré 2. Degré de 2, pardon, c'est 2 degrés de 2. Donc 1 qui est strictement inférieur au degré de D qui vaut 2.
Voilà. Donc ça, c'est une formule assez barbare, bon, qu'il faut quand même connaître, euh, mais elle est un peu compliquée à écrire. Bon voilà, est-ce que vous avez